Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Est-ce que l'appel d'ailleurs de ce procès a été déposé? Oui, ça y est, aujourd'hui. La procédure est lancée. Et je souhaite personnellement que si Madame Le Pen interjette recours, ce délai de jugement nouveau à la Cour d'appel de Paris puisse être organisé dans un délai le plus raisonnable possible. Et je pense que le parquet général aura à cœur de sans doute hâter et précipiter un procès en appel. Et la Cour d'appel de Paris qui annonce un calendrier resserré pour rejuger Marine Le Pen afin de pouvoir rendre une décision d'ici l'été 2026. Un désaveu du jugement de la première instance de son exécution provisoire selon l'avocat de Marine Le Pen. Alors parlons vrai, est-ce que le calendrier politique imposait cette accélération ou est-ce que rien n'aurait dû changer? Et à cette question, procès en appel accéléré pour Marine Le Pen, c'est, vous dites à 43% un désaveu du premier jugement, à 37% une saine adaptation de la justice et à 20% un traitement de faveur. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. D'abord, il est évident que cette rapidité de l'appel fixé dans ses conclusions à l'été 2026 est d'abord une réponse au séisme politique que ce jugement a suscité. Je veux dire toute cause et toute conviction confondues. Le deuxième élément, je pense, et j'espère ne pas choquer notre invité, que dans ce jugement qui est pour l'essentiel indiscutable, je veux dire, on n'a pas le droit de mettre en cause une argumentation juridique qui se tient même pour l'inéligibilité. Je considère que la partie concernant l'exécution provisoire est d'une politisation extrême puisqu'elle vise à démontrer par le biais judiciaire que politiquement Marine Le Pen ne devrait pas être candidate en 2027. Et je pense qu'en effet, le processus d'accélération de l'appel est une réponse en grande partie à ce jugement et à ce passage-là. François Devois. Oui, bien sûr. Après la cour d'appel, je pense qu'elle fait une réponse, politique. Là, c'est la cour d'appel qui fait véritablement de la politique. C'est évident sur instruction du parquet général. Ça me paraît tellement évident. Il faut aller vite, mais je pense que ça n'arrangera absolument pas les affaires de Marine Le Pen. Comment imaginer qu'elle ne soit pas condamnée, même à minima, en appel? Ce qu'elle cherche, c'est à enlever évidemment l'exécution provisoire, mais d'abord, y parviendra-t-elle? Et puis par ailleurs, je rappelle vraiment que l'opinion, elle est implacable sur cette question. Elle a déjà considéré que Marine Le Pen, il est normal non seulement qu'elle soit condamnée parce que c'est très lourd ce dont elle est accusée, que l'exécution provisoire n'est pas un problème, et en plus de ça, elle substitue Jordan Bardella immédiatement. Donc, je pense que la cour d'appel fait une erreur. En donnant le sentiment d'aller très vite, de mettre en gros le dossier au-dessus de la pile, tant mieux, mais on rallonge les délais. En plus, Marine Le Pen, c'est un piège parce que, en gelant sa présidentielle, elle n'aura même pas le temps de préparer son successeur, car de mon point de vue, elle n'arrivera pas à concourir en 2027. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Alors sur l'aspect politique des choses, je pense qu'il y a deux décisions qui sont éminemment politiques. D'abord l'exécution provisoire sur l'inéligibilité qui est très 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 rare. Ça a eu lieu déjà pour la maire de Montauban qui a été ensuite ensuite la deuxième décision politique, c'est celle qu'on entend là, c'est-à-dire un calendrier resserré en appel. Ça veut dire que les magistrats peuvent travailler sur cet aspect politique-là. Donc là, on est quand même sur quelque chose de particulier. Mais moi, je crois, contrairement à Françoise, que c'est un très beau coup de la part de la cour d'appel, parce que je vois pas comment, en appel, Marine Le Pen pourrait gagner sur son inéligibilité. Et elle sera déclarée sans doute inéligible de manière définitive. Alors il y a la cassation après, évidemment. Ouais, sauf qu'on de manière revient au premier définitive, jugement. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Bien avant les élections présidentielles. Ouais. Et c'est un coup, un beau coup de jouer par les magistrats. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union des syndicales des magistrats. Quand on voit qu'on peut accélérer un procès alors que des Français attendent depuis des années parfois un jugement en première instance ou en appel, est-ce que ça donne le sentiment que tous les Français sont égaux devant la justice ?
C'est une bonne question. Je ne dirais pas que c'est un traitement de faveur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un traitement particulier. Mais un traitement particulier qui est sans doute lié à l'affaire. Je crois que la volonté des chefs de la Cour d'appel de Paris, ça a été d'apaiser la situation en raccourcissant le délai, c'est vrai, d'audiencement, puisque le délai d'audiencement sont habituellement, malheureusement, un peu plus longs devant la Cour d'appel de Paris. Mais je crois que c'est de nature à apaiser la situation. Après, ce qu'il faut dire de cette décision, moi je suis pas d'accord, ce n'est pas une décision politique et je trouve moi je l'ai lue et il faut que chacun la lise, c'est intéressant, elle est particulièrement bien motivée, notamment en ce qui concerne l'exécution provisoire, qui n'est pas une mesure inhabituelle, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est quelque chose de très courant l'exécution provisoire, y compris sur des peines d'inéligibilité. Donc pour vous donner un exemple, c'est prononcé sur une peine sur 2 d'emprisonnement ferme et je pense que c'est l'immense majorité des sursis probatoires, c'est-à-dire les sursis lorsque l'on fixe des obligations aux prévenus qui sont prononcées en France. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau, ça n'est pas quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose sans doute aussi qui est lié à la gravité du détournement de fonds commis, puisqu'il porte sur 4 millions d'euros. Donc c'est pas très surprenant. Après, cette accélération du temps, effectivement, elle peut donner l'impression, surtout quand on connaît la difficulté d'audiencer des dossiers rapidement, que ce dossier passe avant les autres. Ça n'est pas faux, mais je crois que c'est surtout lié à la nature du dossier et aux réactions qu'a suscité la décision. Moi, si je puis me permettre, je vais vous poser une question, quelque chose qui me heurte. Je voudrais savoir ce que vous en pensez en tant que magistrat. J'entends les atermoiements, j'entends une partie de la classe politique qui hurle contre cette loi, d'ailleurs qu'elle a votée en 2016, la loi Sapin 2, et je vois un premier ministre et pas qu'elle, et je vois un premier ministre qui patouille à l'Assemblée nationale, alors que vous avez une magistrate, Bénédicte de Pertuis, qui n'est absolument pas une groupie d'Eva Joly. Juste, elle a expliqué que parce qu'elle a vu Eva Joly un documentaire, et ça lui a donné la passion de la justice. Eva Joly, c'est celle qui a cravaté Bernard Tapie. Et voilà, je trouve ça indécent totalement. Cette magistrate est menacée de mort de façon grave et réitérée. Bénédicte de Pertuis, c'est pas la gauchiste du coin qui fait 152 pages, si vous voulez, d'argumentaire sur une décision de justice. Moi, je trouve ça révoltant. Et je pense que, contrairement aux ambiances où on s'entretient entre nous, d'entre-soi, sur les plateaux, etc., je pense que les Français sont ultra choqués par ça, en fait. Je ne crois pas. Aurélien Martini, ensuite pardon. Allez-y. Non, mais comme la question était longue, je pense. Oui, pardon. Non, je partage votre avis. C'est à la fois indigne et très inquiétant. D'abord, Bénédicte de Pertuis, elle n'est pas seule. Ils sont 3 à avoir pris la décision et rien ne dit qu'elle n'a pas été mise en minorité. C'est vraiment, là, on fixe et on personnalise en lui mettant une cible dans le dos, ce qui est très dangereux. Mais il y a 3 magistrats qui ont pris une décision et qui ont pris une décision après des années d'enquête, des mois d'audience et des mois et des semaines de délibéré. Donc tout ça n'est pas écrit sur un coin de table par 3 magistrats, c'est une décision qui a été pensée, mesurée, réfléchie. Mais oui, c'est dangereux pour notre démocratie parce que vous avez une prise en étau en quelque sorte. On parle beaucoup aujourd'hui des magistrats qui sont menacés par le narcotrafic et l'USM a beaucoup œuvré pour qu'on fasse rentrer dans la loi des dispositifs innovants et plus efficaces sur le haut du spectre de la criminalité organisée. On sait que les magistrats sont aujourd'hui la cible des narcobandits. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent aussi la cible de politiques qui sont condamnées par eux. Il faut que la justice passe et il faut qu'elle passe sereinement. On peut ne pas être d'accord avec une décision de justice, on peut la contester, il ne faut pas jeter le discrédit sur elle, ça c'est une infraction, et il ne faut pas attaquer l'institution parce qu'elle est fondamentale à réguler les liens sociaux. Et puis sur la loi Sapin de 2016, effectivement, la loi peut être discutée, mais la question de l'inéligibilité automatique, par exemple, elle doit être discutée à l'Assemblée nationale, pas dans un tribunal. Les magistrats n'ont pas à discuter la loi, ils ont à l'appliquer. Si la loi est une mauvaise loi, moi j'ai pas d'avis sur la question, il faut que les députés reviennent dessus. Mais attention, il y a l'inéligibilité d'une part, l'exécution provisoire d'autre part. Je dis aussi, ne désarmons pas la justice pénale qui a aujourd'hui besoin de l'exécution provisoire dans toute une série de contentieux. Philippe Bilger, je rappelle juste que Marine Le Pen a condamné lourdement ces menaces de mort absolument. Des magistrats. Les menaces de mort. Les condamner non mais excusez-moi, je reviens là-dessus. On peut bien les condamner. Non, Françoise, on voudrait parler aussi. Allez. Non, je veux dire, quand on parle de juges tyrans à l'Assemblée nationale, on peut très bien condamner. Donc si on condamne. Mais quel rapport, Françoise? Quel rapport? Philippe Bilger. Tout le monde a contesté, a décrié, a dénoncé les menaces contre la présidente du tribunal correctionnel. Mais je voudrais poser une question à mon ancien collègue. Est-ce que vous trouvez que l'argumentation concernant l'exécution provisoire n'est pas politisée lorsqu'elle affirme
qu'il y a un trouble à l'ordre public si jamais une candidate à l'élection présidentielle pouvait se présenter en étant condamnée. Est-ce que vous considérez que c'est un raisonnement judiciaire ou une argumentation politique ? Non, mais je considère que c'est une motivation judiciaire, mais il faudrait qu'on s'entende sur l'ordre public et il faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour en parler, parce que l'ordre public, nous le savons, et vous le savez aussi, chers collègues, que c'est une notion plus protéiforme que simplement le bon ordre sur la voie publique. Le bon ordre, l'ordre public, c'est aussi le respect de l'ordonnancement juridique, des décisions de justice. Donc, c'est ça qui a voulu être dit par la collègue. Moi, je le sais parce que je sais ce qu'est l'ordre public, mais j'avoue que quand on lit la décision et qu'on n'a pas de connaissance juridique, on peut croire que bien elle le fait pour éviter le désordre dans la rue. Ça n'est pas cela. Donc il faut s'entendre. C'est un peu comme quand on vise le risque de récidive. Le récidive, il est lié, et les magistrats le savent bien, à un comportement à l'audience. Quand vous avez face à vous un prévenu qui ne reconnaît pas ce qui est son droit le plus strict, les faits, on a tendance à considérer soit qu'il n'a pas compris qu'il a fait mal, qu'il a passé la ligne, ce qu'a dit le tribunal, puisqu'il a condamné l'ensemble des prévenus, si ma mémoire est bonne, et donc vous avez tendance à considérer qu'il y a un risque de réitération de récidive plus important. Mais là aussi, ce sont des notions un peu complexes, et il faut les expliquer, sinon effectivement on ne comprend rien. Mais c'est très dangereux de dire que la justice est politisée. Moi, j'appartiens à une organisation syndicale qui est largement majoritaire, qui fait 63% des voix aux élections, donc c'est assez rare d'avoir une organisation, une syndicale aussi majoritaire, et qui a l'apolitisme dans son ADN. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse dire d'un magistrat qu'il est politisé, parce que sa mission, justement, c'est d'être apolitique et de ne pas tenir compte de ses préjugés. C'est très important, c'est ça le magistrat, c'est le tiers impartial. Et donc, dire que la justice est politisée, c'est la faire rentrer dans un champ qu'elle ne devrait jamais, dans lequel elle ne devait jamais rentrer. Jean-Michel Fauvergue. J'entends bien ce que vous dites et je le partage, mais c'est pas du tout le cas. En fait, et c'est pas le cas à cause d'un de vos syndicats qui est pas le vôtre, qui est le syndicat de la magistrature et qui a politisé effectivement la justice. Mais je voudrais revenir moi sur les violences. Alors ils n'ont pas politisé la justice, eux sont politisés, mais ça ne concerne qu'eux. Hein. Ah oui. Ouais, enfin, bon, je voudrais revenir sur les violences, en particulier les violences vis-à-vis des magistrats. Mais là, on est rattrapé aussi, et moi je le regrette fortement, par cette violence généralisée envers toute forme d'autorité. Et longtemps, absolument, les magistrats sont restés à l'écart de ça, ont pas voulu voir ça, et même pour certains politisés ont participé à ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui les rattrape. La violence, elle est partout. Elle est contre les policiers, elle est contre les gendarmes, elle est contre tous les serviteurs de l'autorité de l'État, et elle est contre maintenant les serviteurs de la justice. Dans les propos du président de la République, revenons sur les propos, il a dénoncé la menace à magistrats, il a dit que la justice devait être équivalente à tous, on applaudit des deux mains. Par contre, il a parlé d'une justice indépendante. C'est pas la justice qui doit être indépendante, ce sont les magistrats, et en particulier les magistrats, les juges jugeants, c'est-à-dire les magistrats du siège, qui doivent être indépendants pour donner des réponses tout à fait indépendantes. Pas la justice. La justice, il y a des politiques pénales qui doivent répondre aux impulsions des politiques. La justice, elle est pas en sustentation. Elle répond à certaines choses, et en particulier à la cohésion de l'État français. Aurélien Martini. Oui, non, mais là, vous confondez la magistrature du siège et la magistrature du parquet. Moi, j'ai été longtemps parquetier, j'ai été un peu juge d'instruction, mais longtemps au parquet. Oui, le parquet applique une politique pénale qui, au titre de l'article 20 de la Constitution, est définie par le gouvernement. Ça, c'est pas une difficulté. Mais c'est la justice qui doit être indépendante, l'institution judiciaire, en tant qu'elle rend des actes juridictionnels en toute indépendance, à l'abri des pressions. Mais moi, je partage votre avis sur le fait qu'il y a eu un délitement de l'autorité et qu'il y a des atteintes de plus en plus fortes et de plus en plus importante en volume à l'endroit des dépositaires de l'autorité publique, qu'ils soient policiers, gendarmes, douaniers, magistrats, et j'en oublie. Mais ça, c'est quelque chose qui inquiète dans la société. Et je vais vous dire, je n'ai jamais pris ça, et l'Union syndicale des magistrats, qui s'est toujours élevée contre les violences faites à l'endroit des FSI, des forces de sécurité intérieure, on est très bien placé pour dire que c'est un danger, ça aussi, pour la démocratie. Parce que lorsque vous avez ceux qui sont en première ligne, on parle beaucoup aujourd'hui de la PPL narcotrafic, mais de la lutte contre le haut du spectre de la criminalité organisée. Alors on ne peut plus protéger ceux qui sont en première ligne, policiers, gendarmes et magistrats dans ces dossiers, eh bien c'est le front qui risque de céder. Et si nous perdons cette guerre-là, on ne viendra pas dire c'est la police et la justice qui l'a perdue, nous la perdrons ensemble. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour dire que les atteintes à l'autorité, au fond,
de la puissance publique, parce que c'est ça qui est atteint quand on atteint un policier ou un magistrat, c'est quelque chose qui doit tous nous alerter. Et d'où que viennent les menaces, d'où qu'elles viennent. Bien sûr, mais d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que un de vos syndicats, le syndicat de la magistrature, a participé aussi à des tables rondes à la fête de l'humanité en particulier, pour dénoncer des violences policières systémiques. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment que ça n'arrange pas les choses. Bon, oui, moi, je voudrais dire, ils sont minoritaires. Oui. Ils sont minoritaires, ils font 25%. Mais ok, ça existe, comme ça existe dans la police, comme ça existe. Écoutez, moi, je pense que c'est un faux débat. Moi, je voudrais poser ça tombe bien parce que c'est l'USM très court. Honnêtement, quand vous avez, et ça n'a tout à voir avec la choucroute. Moi, je ne veux pas qu'on noie tout dans un grand tout. 30 secondes. Il se passe quelque chose dans ce pays. Vous avez une formation politique qui parle de juges tyrans, vous avez une droite de plus en plus radicale qui s'attaque à l'état de droit. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire, ok, ça fait partie de la violence de la société, mais il y a un fait aujourd'hui majeur qui est vraiment une attaque en règle de la justice. Honnêtement, je ne sais pas comment vous le vivez, mais il faut pas exagérer. C'est pas la première quand il y a vu l'affaire Urbain. Je veux vraiment qu'il Les amis, réponse très courte pour vous, Aurélien Martini, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est effectivement très inquiétant parce qu'on se sert d'une affaire particulière pour atteindre la justice en général. Mais encore une fois, si vous affaiblissez la justice, vous affaiblissez la capacité de l'État aussi à répondre aux actes de délinquance. C'est ça qu'il faut comprendre et répondre à tous les problèmes que peuvent rencontrer les Français dans leur vie quotidienne. Donc, c'est une institution. Quand on dit que c'est une institution pilier, c'est pas pour satisfaire les magistrats. C'est parce que, encore une fois, si cette institution-là tombe et qu'elle est décrédibilisée, toute la société tombe avec elle. Et je le dis pas pour le bien-être des magistrats. Enfin, il y a 4 fois moins de procureurs en France et 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Donc, ils savent très bien quel est le travail qui est devant eux et dans quel état ils sont laissés. Mais encore une fois, si cette institution-là tombe, j'ai la plus grande crainte que nous ne soyons plus en démocratie et que nous soyons régis par d'autres règles. C'est ça qui est en jeu. Merci beaucoup Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun et secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Dans un instant, chers amis, une autre thématique bien compliquée. Il n'y a pas de règle de droit. On pourrait mettre un procès en place. Oui, avec tout ce qui va être fait. Le tribunal du qui c'est qui l'est. Allez, c'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai.